Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Julie Gosse et Christian Maillet, qui sont co-auteurs du livre L'astrologie de l'âme aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, on s'était déjà vu, moi et Julie, il y a quelque temps, pour parler du livre Décrypter votre thème astral aux éditions Le Lotus et l'éléphant également. Je ne sais pas si on peut le voir. J'adore ce livre-là. Il est simple, il est bien illustré. Je l'utilise régulièrement. Je sais que Julie, je le fais vraiment tranquillement à apprendre chacun des thèmes et chacun tous les symboles parce que c'est quand même beaucoup. Je trouve que c'est quand même beaucoup à apprendre. Donc, bienvenue. Merci d'être là pour l'entrevue aujourd'hui. Merci de nous accueillir, Merci. Suzy. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, à toutes. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta collaboration avec Christian parce que c'était important, vous vous êtes rencontrés et puis vous avez décidé de faire ensemble ce nouveau livre, mais Christian t'avait aussi aidé à faire le premier, c'est ça? Oui, Christian m'avait beaucoup soutenue parce que j'avais des appréhensions, j'avais un peu peur d'écrire le premier, je ne me sentais pas forcément à la hauteur. Et Christian, qui a beaucoup plus d'expérience que moi en astrologie, m'a vraiment épaulée, soutenue et aidée pour mettre au monde Décrypter. Oui. C'était vraiment un accouchement. Un accouchement, oui. Oui, ça a vraiment été un accouchement, un vrai travail d'accouchement et avec des réactions fortes sur plusieurs mois. Et elle avait besoin d'aide à certains moments, d'accompagnement pour oser pleinement vivre la conscience spirituelle en elle. Et aller plus loin dans ce livre qu'être simplement didactique, ludique, mais vraiment qu'il est infusé de son énergie de conscience spirituelle, de son cœur. Parfait. Et je veux juste vérifier que nous sommes bien, les gens sont bien là en ce moment. Ça ne sera pas très long. Ils sont là, mais c'est juste que je veux être certaine que le son est bien. Je ne vois pas. Alors, voilà. Parfait, parfait. Super, pour être certaine, avant d'aller plus loin. Donc, Christian, ton astrologie, on dit que chaque astrologue ont chacun leur astrologie. Alors, toi, qu'est-ce qui est différent au niveau de ce que toi, tu fais? C'est-à-dire que ma pratique de l'astrologie, elle passe également par la notion d'énergie, de conscience du corps, du quotidien, et liée à mes expériences en fait depuis mes 19 ans où j'ai commencé l'astrologie. Et finalement, c'est ce que j'appelle l'astroconscience. C'est-à-dire que pour moi, le point fort de l'astrologie, c'est la notion de conscience. Pour moi, tout est conscience et que les planètes, les maisons, en fait, toute la roue de la vie, c'est de la conscience. Et comment on va arriver à travers le thème astrologique, finalement, à se conscientiser. Parce qu'en fait, tout est là, on est parfait, mais il y a des voiles de l'opacité. Il va falloir conscientiser notre inconscient. Mais l'inconscient, c'est déjà le parfait. Mais il y a les fameuses zones d'ombre, de confort, tout le cheminement de l'identification qu'on a eu à notre ego à travers la Genèse, à travers l'incarnation, à travers la chute. Avec le terme astrologique, notamment dans ce nouveau livre, va permettre de mieux saisir en fait notre essence véritable et de comprendre la place de l'ego, avec les métaphores qu'on a mis d'ailleurs dans le livre pour le comprendre. Oui, comme l'analogie du carrosse, c'est ça? Oui, et du personnage et de l'acteur. Alors, qu'est-ce que l'analogie du carrosse? L'analogie du carrosse, c'est une analogie pour faire comprendre qu'on est un être spirituel venu faire une expérience dans la matière. On compare du coup notre véhicule corporel à un carrosse avec une direction qui est menée par le cocher, qui serait notre mental, et puis 2 chevaux, notre énergie vitale,
notre libido, en fait. Notre dualité, notre ambiguïté intérieure, on a tous l'ambivalence d'être une dualité d'énergie. Un cheval noir, un cheval blanc. Et puis, donc, il faut bien prendre soin de son carrosse pour pouvoir mener son voyage jusqu'au bout. Qui est le corps. Mais la vraie question, c'est qui est le passager? Qui est dans le carrosse? Qui voyage? Comment le mental, comment l'ego, qui est donc le cocher, les chevaux, le carrosse et la route de la vie, et ses épreuves et les obstacles, va connaître la direction. Est-ce que le cocher en fait qu'à sa tête? Dans ce cas-là, notre mental, il nous emmène dans des périples. Est-ce que les chevaux en font qu'à leur tête? Est-ce que le carrosse a des petits problèmes? Et donc, le passager, il va donner une destination finalement à l'ego. Mais est-ce que le cocher va vraiment l'écouter? Et c'est là l'idée du livre, en fait, c'est de faire cette enquête pour aller connecter notre âme. Est-ce que réellement on écoute notre âme? Est-ce qu'on est dans notre voie d'âme ou est-ce qu'on est simplement dans une voie d'ego? À quel moment on choisit la voie d'ego? À quel moment on choisit la voie de l'âme? Et donc, il y a une conversion, il y a un grand passage, une grande bascule à un moment donné. Et ce livre va aider, en fait, à éclairer, en fait, l'enquête pour savoir où on en est dans notre quête. Oui, exact. Julie, tu voulais ajouter? Sur le carrosse, non. Après, il y a la question qu'on nous pose, mais alors le passager qui serait l'âme, comment elle connaît la destination? C'est une destination pour cette incarnation. Et là, on va parler d'une dimension qui est le point de transcendance au-delà de l'espace et du temps, qui est l'esprit. Et c'est pour ça que dans le livre, on parle aussi de l'auteur, du metteur en scène, de l'acteur et du personnage et du corps. Parce que c'est le même vécu, en fait. Qui est le personnage, qui est l'acteur? Mais si on regarde la carte du ciel d'une personne, dans le fond, j'ai plus l'impression que c'est son âme que je vois qui est là. C'est vraiment carrément son âme. Donc, justement, c'est pour aider les gens à sortir parce que vous dites dans le livre, c'est sortir de la roue quitter la roue des réincarnations, de se libérer des chaînes karmiques avec votre livre. C'est-à-dire que tu veux dire quelque chose avant? Alors, se libérer des roues karmiques, de la roue karmique, je ne sais pas si on peut y arriver avec l'astrologie de l'âme ou tous dans cette vie-là. En tout cas, il y a un éclairage, une compréhension de cette loi de cause à effet et donc de qu'est-ce qu'on est venu travailler karmiquement dans cette incarnation. Ça, c'est vraiment très clairement nommé dans le thème. Et je trouve que prendre cette conscience-là et s'en servir comme un peu la colonne vertébrale du thème, c'est-à-dire qu'on est venu avec ce but-là et tout le reste du thème est au service de cette destinée, en fait. Avoir cet éclairage-là et en avoir conscience pour pouvoir ensuite le ramener dans le vécu du quotidien, je trouve que ça change tout. Et puis, la roue du zodiaque, en fait, c'est une spire dans la spirale. L'évolution ne s'arrête jamais, même en dehors de cette incarnation. Donc, en fait, on change de spire régulièrement. Et donc là, c'est une spire de cette incarnation. Il y en a eu d'autres avant, et il y en a d'autres après, et peut-être même simultanément. Donc, c'est assez multidimensionnel. Mais le but, finalement, c'est d'arriver au centre du thème, après la roue des 12, le fameux 12, qui est ce chiffre symbolique du temps, et le 13, qui est le Christ, qui est vraiment la notion de passer au centre de l'être pour se libérer de l'identification aux 12 énergies du thème. Mais pour cela, il va falloir intégrer et ne rien rejeter, parce qu'il n'y a pas une notion de bien ou de mal ou de karma punitif, mais au contraire, c'est simplement un miroir pour se connaître. Et c'est là où moi, je suis émerveillé encore aujourd'hui de tout ce que j'apprends sur le thème, même pour moi en tant que miroir, parce que le thème, il bouge, il y a des transits, il y a des progressions, il y a des révolutions solaires. Donc, en fait, il y a un ajustement permanent. On va dire que ce n'est pas uniforme du tout. C'est très dynamique, en fait, l'astrologie. Oui, j'ai aimé parce que on peut voir un peu de ce qu'une vie antérieure aurait pu influencer cette vie-ci, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment un choix de l'âme de venir retravailler quelque chose qui n'a pas été complètement intégré ou complètement compris ou complètement vécu dans la lumière et de reprendre un travail qui a déjà été commencé antérieurement et pourquoi pas de le poursuivre. Mais en sachant bien que l'acteur avait un personnage, mais il peut changer de personnage. Donc, on n'est pas les vies antérieures quelque part, de même que l'acteur n'est pas son personnage. Ça a été à un moment donné. Alors, donc là, il y a souvent un piège. Il faut vraiment faire attention. Donc là, l'astrologie de l'âme, justement, on fait attention à ça. En fait, ce qu'on doit retravailler karmiquement nous est redonné dans cette vie. Donc, avoir des précisions très détaillées sur ce qui s'est passé dans une vie antérieure, ça peut être intéressant à connaître, mais
tout ce qu'on a à vivre, on le vit aujourd'hui dans notre quotidien et avec notre famille, avec En notre fait, conjoint, etc. il n'y a pas une notion linéaire dans l'astrologie de l'âme. Mm. Il y a une notion où tout est là dans cette vie. C'est pas linéaire, c'est plus circulaire que linéaire en fait. Et la notion du principe spirituel divin, notre point de transcendance, il est dans le présent. Et le présent, c'est le continuum. Mais il n'y a pas réellement de passé et de futur. Il y a un flux en fait d'énergie qui est la conscience. Et c'est là où on peut aller vraiment dans une dimension avec le thème pour s'aider dans ce miroir de l'âme finalement. Et tout ce que l'on rencontre dans la vie va être un miroir en fait pour nous aider. Tout l'univers se met à notre service pour qu'on conscientise, qu'on crée de la conscience. Mais surtout, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas le faire si on n'intègre pas la dimension de l'amour. Et ce livre, l'astrologie de l'âme, parle de l'amour. En fait, il y en aura sans doute un troisième qui sera la suite, qui va vraiment s'axer sur l'amour. Mais déjà, on voulait faire entendre l'importance que sans amour, on ne peut pas intégrer. Tout ce qu'on n'intègre pas, ça nous désintègre, on n'est pas bien, on souffre. Je sais que j'ai regardé un petit peu par rapport à mon thème, puis il y a des choses qui sont remontées au niveau de la personnalité, au niveau des traits de caractère à faire attention, puis et j'ai trouvé que c'était vraiment ce que je vivais en ce moment, le cheminement que des dernières années, les prises de conscience. Donc oui, je le sens que ça vient travailler ça avec votre livre. Quand vous faites, c'est quoi la différence entre décrypter le thème astral puis l'astrologie de l'âme? Décrypter votre thème astral, c'est vraiment le livre que j'aurais adoré avoir en tant que débutante. Pour moi, il s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre l'astrologie, s'y intéressent vraiment et ont envie d'aller plus loin que l'horoscope, d'apprendre à décrypter leur propre thème, décrypter le thème de leurs proches. Donc, c'est vraiment un pied à l'étrier pour les débutants pour se mettre en route. L'astrologie de l'âme, on a vraiment souhaité mixer, on va dire, l'astrologie de Julie qui est plutôt pratique, pédagogique, avec des pas à pas, et l'astrologie de Christian qui est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus spirituelle, et avec une qualité de tremplin d'interprétation très riche. Et d'astroconscience aussi, des propositions d'astroconscience, des pratiques à vivre. Et que le mix de ces deux astrologies donne un livre à la fois très pratique pour rentrer dans son thème et pour aller chercher les points karmiques de son thème, et en même temps très riche en termes de possibilités d'interprétation, puisqu'on a plein de tremplins de telle planète dans tel signe ou telle planète dans telle maison, Chiron, la Lune, etc. Et puis le point commun, c'est que le deuxième livre est également ludique, c'est-à-dire que la personne c'est comme un jeu de rôle un peu, donc, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle devient l'inspecteur d'elle-même. Donc elle va partir faire une enquête, le fil de l'enquête, avec les difficultés que peut rencontrer l'inspecteur intérieur. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on lui propose vraiment d'avoir un carnet comme l'inspecteur Colombo, et il va vraiment retrouver tous les indices. Des notes, il faut en prendre. Parce que et à la fin du livre, normalement, on trouve la part de fortune, c'est-à-dire la roue finale, et on peut retrouver une dimension de joie et de bonheur de l'âme dans sa vie. Oui. Je pense qu'on devrait tous pouvoir faire ça pour nos enfants. Alors là, je l'ai fait pour ma fille, mes petites filles. Comme ça, il me semble qu'on partirait bien du bon pied la vie. Oui. C'est vrai que l'astrologie dans l'éducation des enfants est vraiment de grande valeur. Moi, ça m'aide quand j'ai des consultations pour des parents, des enfants. C'est vraiment un bel outil. Moi, j'ai travaillé 35 ans avec les enfants aussi, et ça m'a beaucoup aidé. Et je fais des ateliers d'astroconscience, de conscience avec les enfants aussi. J'adore ça. Alors, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a certains aspects du thème comme les nœuds, la lune noire, les nœuds sud, nœud nord. C'est des aspects qu'on va regarder plus au niveau du thème pour une approche karmique et une approche de l'âme, oui, effectivement. Oui. Pour comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qui fait qu'on est revenu là? Oui, c'est ça, exact. C'est ça l'axe des nœuds. La lune noire, c'est le grand mystère, on le met à la fin parce qu'on ne peut pas aborder la lune noire directement. Il faut d'abord aborder par les autres éléments du thème, parce que c'est vraiment la cause originelle de l'incarnation, du fait qu'on est dans les roues depuis longtemps.
OK. On retrouve aussi une lecture des planètes rétrogrades, une lecture de Chiron, comme la blessure de l'âme. On fait vraiment ce pas à pas des différents points karmiques du thème à interpréter. Et comme disait Christian, l'enquêteur dans son petit carnet, en notant les points les uns après les autres, peut au final faire sa synthèse et vraiment comprendre. Et surtout, on insiste que ça se passe dans le corps et dans le quotidien. L'astrologie de l'âme n'est pas une astrologie où on fuit dans une forme de New Age romantique ou marketing. C'est une dimension vraiment initiatique. C'est vraiment des seuils à passer et ça demande beaucoup d'honnêteté, d'humilité, d'authenticité dans le travail avec soi-même et avec l'autre. Exact. Parce qu'il y a certains aspects que je serais peut-être portée à dire, bon, j'aimerais mieux que ça ne soit pas comme ça. C'est bien. Là, c'est le rôle des 12 maisons dans le thème astrologique. Et c'est pour ça qu'il y a un passage important dans le livre sur les maisons. Et même sur la maison 12, qui est une maison souvent déclarée comme horrible, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. La maison 12, donc, elle a un petit passage rien que pour elle. On a fait la même chose avec les aspects. Les aspects terribles de carré, d'opposition, en fait, sont des vrais leviers d'évolution spirituelle et d'évolution d'incarnation. C'est-à-dire que l'astrologie de l'âme permet de faire le lien que l'on a entre l'âme et l'ego, mais aussi entre le personnel et l'universel, le transpersonnel et le personnel. Et en fait, ça, on peut le voir dans le thème, la connexion qu'on a à notre âme. Et qu'est-ce qui est encore en interférence, qui fait que la connexion ne se fait pas entièrement. Donc, à travers le thème, on peut le voir et aider la personne. Et on peut l'aider à transmuter, à retourner un aspect rouge difficile en apparence, mais qui est en fait, au contraire, une dynamique évolutive. Et à un moment donné, en fait, ça va se retourner en aspect bleu qui va devenir une lumière de l'âme, dans le corps causal de l'âme. Et à ce moment-là, ça devient de la conscience. C'est vraiment quelque chose. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais thème. D'où le terme l'astrologie de la conscience dans votre livre. Hein? C'est ça. Et d'ailleurs, même si on voit des thèmes de très grands spirituels, on verra qu'il y a aussi des aspects difficiles dans les grands thèmes. Dans le premier livre, dans notre livre là, le bleu, là, il y a Mandela, par exemple, on voit que wow, c'était un sacré parcours. Hein. C'était pas évident, c'était pas gagné dès le départ. Hein. Non, c'est une vraie mutation. Et par contre, c'est ça qui l'a rendu humain. La personne, elle a le choix entre... c'est ça, elle a des choix à faire à ce moment-là pour... Il y a toujours une notion de libre arbitre. Oui. Il y a pas de... C'est pas prédestiné, il n'y a rien de figé à travers les... L'astrologie de l'âme suit la loi de l'amour. La loi de l'amour n'impose pas, laissez libre l'autre de son expérience. Le divin n'est pas, le monde spirituel n'est pas dans cette notion de souffrance ou de mort, puisque ça n'existe pas réellement, cette dimension de mort. Donc l'ego, il a peur, évidemment. Mais là-haut, il y a une vision de l'être qui est sur un millénaire de l'âme. Donc, on ne voit pas l'évolution sur une courte vie. On ne voit pas la souffrance et la mort là-haut de la même façon. C'est ça aussi le regard de la voie de l'âme. Alors, on parle d'êtres qui ont une grande spiritualité. Est-ce qu'on peut regarder le thème que j'ai sorti? Je voulais faire un genre de petit, mais je ne voulais pas que ça soit trop long, puis tu avais raison, Julie, je pense que c'était un petit peu trop. J'avais sorti 4 thèmes différents parce que je voulais jouer justement à l'inspecteur. Est-ce qu'on pouvait deviner c'était qui? Alors non, je pense que comme on dit, je m'ambitionnais. Alors, on va regarder un thème, voilà, que je vais partager avec vous. Alors, c'est celui-là ici. Alors, est-ce que Julie, tu le vois? Oui. Oui. Parfait. Alors, je vais utiliser la souris. Est-ce que tu vois ma souris se déplacer? Oui. Parfait. Alors, soyez patient avec moi, s'il vous plaît. J'ai même amené mes petites fiches pratiques parce que on ne les voit pas. Je les ai imprimées de ton livre, de ton dernier livre. Oui, justement, j'ai fait un tableau de synthèse parce que j'en avais marre de trouver j'ai plein de livres à la maison, il n'y en a aucun qu'un tableau de synthèse. Et je me suis dit, je vais le faire. Ça prend du temps, mais finalement, ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, grâce à ça, tellement pratique, là. Tout y est dedans. Ah, c'est génial. Oui. C'est parfait. On a insisté auprès de l'éditeur. Ils ne voulaient pas au départ, du sûr, on a insisté. Alors, je ne sais pas si... donc, ça, c'est le thème astral
je ne dirais pas trop, d'un grand mystique. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est est-ce qu'on était capable d'être en mesure de le voir sur le thème? Bien sûr. Dans le premier livre, on voyait que Jésus rentrait par le descendant, la maison 7, la cuspide de la 7 en taureau, pour aller vers l'ascendant, et elle faisait un hémisquette entre les deux. Tout le monde se souvient peut-être de ça, ou qui est le premier livre. Et là, dans l'astrologie de l'âme, on peut effectivement passer par là, mais on peut aussi directement passer, moi je rentre directement par l'axe karmique, qui est le nœud nord, on l'appelle aussi l'axe du dragon, la queue et la tête du dragon, qui est les cerises que l'on voit là. Alors, elle n'est pas dessinée en bas, mais en équivalence, dans le Verseau, vous allez avoir à 22 degrés du Verseau, donc le nœud sud. Ici. Oui, exactement. Donc, avec cet axe-là, on a ce qu'on appelle aussi les régents. Ça veut dire qu'on a les planètes qui concernent le nœud nord. Par exemple, comme le nœud nord est en Lion, la planète du Lion, c'est le Soleil. Et le milieu du ciel, c'est Saturne. Donc, on sait que cet être-là, il va utiliser le Soleil et Saturne dans sa mission d'évolution. Par contre, en Verseau, on sait que le Verseau, c'est Uranus, la planète essentielle. Il y a aussi Saturne, mais c'est Uranus. Et par la maison 4, la planète de la 4, c'est la Lune. Donc, on sait que la coloration de ces expériences spirituelles, de conscience de ces vies antérieures sont teintées de façon très uranienne et très cancer, très lunaire. Ça veut dire qu'il a une approche du groupe, de la famille, de la communion, de la fusion qui est très, très forte, mais il a aussi déjà une expérience de Verseau qui est énorme, en fait. Donc, il a déjà un état christique, puisque c'est Uranus. Et Uranus relie à l'état christique, à la liberté intérieure, à une conscience directe. Donc, c'est un homme qui vient avec un sacré bagage déjà. Et pour savoir ça, je vais regarder où se trouve ce régent Uranus et la Lune pour comprendre ses vies antérieures, qu'est-ce qu'il a travaillé. On voit dans son thème, comme par hasard, évidemment, Uranus, tu le vois en balance, est en maison 11. À gauche. À gauche, complètement. Voilà, c'est lui. Rétrograde en maison 11. Et la maison 11, c'est la maison du Verseau. Et il n'y a pas de hasard. Donc, j'ai la même chose dans mon thème, Uranus en 11. C'est vraiment, il vient vraiment apporter une vibration, une transmission pour le bien commun et le plus grand nombre et laisser une trace dans cette vie. Quant à la Lune, elle se retrouve dans son signe, le Cancer. Donc, il vient vraiment apporter à la conscience de masse, au plus petit, au plus simple des gens, avec en plus Vénus qui est associée, donc avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de proximité de cœur auprès des gens. Et quant à sa mission karmique, c'est d'incarner le soleil, d'être vraiment un être solaire, une étoile sur Terre. Et le soleil, il est conjoint, mais vraiment à Pluton, Mercure de façon très étroite. Et c'est un être de transparence et de vérité et d'intégrité énorme. Et en maison 7, il est un petit peu comme celui que tout le monde attend. C'est le miroir en maison 7, c'est l'autre, c'est le partenaire, il représente tout en fait. Il est vraiment la partie manquante en fait pour autrui. Il va trouver le moyen de faire toujours le miroir qu'il faut pour l'autre. Alors, dès la naissance, c'était comme ça, dès sa naissance. Alors, l'âme, cette personne-là, que je nommerai pas tout de suite, il devait le savoir dans lui depuis qu'il était tout jeune. Oui. Il avait une mission importante. C'est ça. Ça, c'est les Uraniens. Les Uraniens, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, puisque j'avais un peu cet aspect-là, c'est qu'en fait, même bébé, j'avais cette conscience en fait, de me poser, mais qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est que ce corps? Et en fait, j'avais toujours l'impression d'être en double. Donc, on retrouve l'acteur et le personnage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la voix de l'âme, quand elle est prononcée, on voit comme l'acteur, il joue avec son personnage et en même temps, il reste l'acteur. Et ça, c'est typique des enfants nouveaux, qui en aura de plus en plus, et c'est typique des êtres très spirituels. Après, ce qu'on regarde aussi, c'est les planètes rétrogrades, c'est les aspects, c'est les planètes en 12. La planète 12, parce que c'est la maison de la fin de la roue d'incarnation. Et là, il a Jupiter qui est en balance toujours, et en maison 12. Donc, toute planète en 12 est une planète qui va être mise au service des autres, obligatoirement, et qui peut être travaillée sans ego. Et pour lui, Jupiter, c'est la planète de l'enseignant, du guérisseur. Donc, on a accès vraiment à quelqu'un qui a vraiment, avec Uranus et Jupiter, quelqu'un qui a vraiment un don de guérison, qui est vraiment venu là pour transmettre, enseigner. Voilà. Et après, il aura quelques épreuves. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a des aspects rouges dans son thème.
Et je pense qu'il a dû être confronté à des rejets au niveau social, au niveau de la famille. Moi, je ne connais pas, mais il a dû avoir, ça ne devait pas être si facile au départ. Il a fallu qu'il ait vraiment une puissance intérieure pour s'acheminer dans ce qu'il était en vérité. Un exemple très rapide, et Super, Julie peut dire super, aussi des super. choses Je à sa sentais façon. que c'est Padre Pio, je le dis, et je sentais qu'il voulait qu'on mette son thème de l'avant. Julie, qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, moi je dirais qu'un ascendant scorpion, c'est vraiment tout un parcours d'alchimie. C'est comme le soleil conjoint à Pluton, puisque Pluton, c'est le maître du scorpion. Donc c'est vraiment un parcours d'alchimie intérieure, d'alchimie de la personnalité, de se dépouiller de plus en plus de tout ce qui nous appartient et qu'en fait, il offre sa personnalité complètement dépouillée au fur et à mesure. Pour moi, le nœud nord en maison 10 et en Lion, c'est aussi un but de vie, un but d'incarnation qui a un impact social. Et en Lion, de rayonnement, de générosité, de cœur, c'est vraiment être affirmé par sa personnalité et oser être visible socialement et avoir un impact social. Le maître de l'ascendant Scorpion, qui est Pluton, on l'a vu, hein, il est conjoint au Soleil. Donc c'est vraiment un niveau transpersonnel très, 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 très haut. Hein. Il a dû, je pense, énormément travailler justement sur l'intégration de l'ego et de mettre au service le cocher du passager qui est dans le carrosse. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le thème, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a quand même une sorte de dominante énergétique qui est le signe de la balance, puisqu'on a énormément de planètes dans la maison 7, qui est la maison de la balance, hein, et qu'on a ce fameux Jupiter et Uranus en balance qui ont une importance dans sa vie qui est énorme. Donc, il y a une notion de justice divine, de justice spirituelle dans cet homme, quelqu'un qui était très, très juste, hein, et qui avait besoin de la justice et de la vérité. Il ne pouvait pas aller dans quelque chose qui aurait été injuste. C'était une quête pour lui d'être vraiment une sorte de justicier spirituel, quelque part un peu. Parler vraiment bien de la justice, en fait, du ciel sur terre. C'est énorme tout ce qu'on peut voir avec un thème. C'est certain, vous êtes habitués. Moi, comme je vous dis, j'adore ça, j'en mange, mais en même temps, je trouve ça un peu difficile. Il faut que j'écrive beaucoup et que je prenne le temps parce qu'il y a beaucoup de choses dans un thème. Il y a énormément de choses. Ouais. Pour moi, c'est vraiment comme la pratique d'une langue étrangère. Il faut s'entraîner, il faut, par exemple, quand on apprend l'anglais, écouter des films en VO, essayer de comprendre les paroles des chansons qu'on entend à la radio. Et c'est donc le plus souvent possible être en lecture ou en interprétation, soit de thèmes, soit de ce qui se passe dans l'actualité, pour essayer de... C'est relier les deux cerveaux, c'est travailler l'analogie, développer la synthèse, développer l'intuition. C'est son ressenti, c'est aussi ça l'astrologie. Ouais. Et surtout beaucoup de cœur. Pratiquer avec le cœur. Ouais. Parce qu'il faut faire attention quand on accueille une personne, voilà, il a sa liberté. Il ne faut pas enlever la liberté de la personne quand on parle. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant? Alors, merci parce que moi, j'ai hâte de me procurer le livre papier. J'ai le livre en PDF, là, mais j'ai hâte d'avoir le livre papier. J'ai le livre papier, le précédent, le thème astral. Alors, c'est vraiment pratique. J'ai imprimé les fiches et tout ça. Alors, Julie et Christian, les grandes lignes, si vous avez envie de parler de 2022. Je voulais faire juste un petit flashback sur 2020 pour remettre dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train de vivre tous ensemble collectivement. En 2020, il y avait un phénomène astronomique et astrologique assez impressionnant. C'était l'alignement sur le même point du zodiaque de Pluton, Saturne et Jupiter à 22 degrés du Capricorne. En mars 2020, la planète Mars s'est alignée en 4e planète, donc 4 planètes sur 10 exactement alignées dans le zodiaque. Et il faut comprendre que les planètes entre elles font des cycles. Donc quand elles se rejoignent sur le même point, c'est qu'elles sont en train de terminer un grand cycle et de démarrer potentiellement un autre grand cycle. Quand presque la moitié des planètes font ça, ça veut dire que collectivement, on est en train de vivre la fin d'un temps et le début d'un nouveau temps. Ça, tous les astrologues pouvaient dire que 2020, c'était une année charnière, comme ça, avec un avant et un après. On ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, parce qu'on n'avait pas de boule de cristal. Et en fait, en mars 2020, c'était l'arrêt planétaire, hein, le confinement. Tout s'était arrêté, il n'y avait plus d'avions dans le ciel, etc. C'était vraiment ce moment de bascule. Dans le thème individuel,
je trouve toujours très intéressant d'aller regarder où est 22 degrés du Capricorne, où est ce point-là de bascule, parce que ça va nous donner le champ d'expérience, la maison astrologique, dans laquelle nous-mêmes personnellement, on va vivre, où on a vécu, où on est appelé à vivre cette bascule et cette fin de cycle et ce démarrage de cycle, avec un avant et un après. Une fois qu'on a repéré ça dans son thème, 2021 a vu Jupiter transiter dans le Verseau et amener cet élan de liberté planétairement pour chacun collectivement et puis individuellement une envie de se libérer et d'aller vers du nouveau et du hors norme. Saturne, lui, allait un tout petit peu plus doucement et pendant toute l'année 2021, on a eu un carré entre Saturne et Uranus. Uranus, c'est le maître du Verseau, c'est le nouveau. Saturne, c'est le maître du Capricorne, c'est l'ancien. Et on a senti cette tension entre l'ancien et les anciennes structures qui voulaient rester à l'identique et tout le nouveau collectivement qu'on était en train de déployer. Et moi, je dis que 2021, je l'ai vécu comme une année auto-tamponneuse, avec en même temps cet élan et cette envie d'aller en avant, et à chaque fois, quelque chose qui venait freiner. Comme les auto-tamponneuses, on nous rentrait dedans d'un côté, devant, par derrière, où on était dévié de notre trajectoire. Et pour moi, c'était ça l'ambiance de 2021. Un élan, mais qui était freiné à chaque fois. Carré Saturne-Uranus. 2022, c'est une autre ambiance, puisque Jupiter va rentrer en Poisson. Et au moment du jour 2. Et donc là, Jupiter est chez lui en Poisson. Il va rejoindre Neptune, qui est déjà depuis un moment, qui est aussi chez lui en Poisson. Et donc, on est dans une énergie beaucoup plus de connexion, de reconnexion, de transcendance et d'alliance avec nos parties spirituelles et vraiment de pouvoir communiquer entre c'est vraiment l'ouverture du chakra du cœur de la Terre et chacun qui va être très activé avec l'esprit et l'essence féminine qui va vraiment émerger de plus en plus. On est beaucoup dans les signes féminins. Donc, la notion du féminin pour l'homme comme pour la femme, le féminin sacré comme le masculin sacré va prendre de l'importance. Il y a une interconnexion qui se fait entre tous les règnes maintenant, c'est-à-dire que les règnes minéral, végétal, animal, humain et subhumain et bien plus sont dans une même unité d'interaction en conscience. Il n'y a plus de la séparativité qu'on a pu connaître avant. Et ça va être une force. On le voit également dans tous les médias, cette notion de tolérance, en fait, sur les différences des uns et des autres, en fait, quel que l'on soit. Ce qui prime, en fait, c'est une expérience de l'amour. Est-ce qu'on est capable d'entrer maintenant dans l'amour inconditionnel? 2022, le mot-clé, c'est inconditionnel. Wow. Amour, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que c'est la nouvelle trame qui s'est préparée depuis des années 2000 déjà, ça date quand même, mais là, elle est en place et elle est en train de se poser, ce qui explique le phénomène inverse, en fait, de la montée de l'ombre et d'une certaine autorité. Et on voit que les carrés encore de Uranus, de Saturne, etc., qui vont durer malheureusement très longtemps encore. Oui, qui sont encore actifs en janvier et qui vont reprendre à la rentrée. On va avoir un petit peu une accalmie entre janvier et la rentrée. Mais à la rentrée 2022, ça reprend. Le carcan n'est pas fini. Non. L'ombre de cette conjonction en Poisson, on a dit c'est la lumière, c'est la reconnexion. L'ombre, c'est un risque d'illusion. Et donc, c'est d'être dans une forme de prestidigitation et de chercher à faire illusion pour le plus grand nombre si on reste sur du collectif. Personnellement, c'est vraiment tout un entraînement entre est-ce que c'est vraiment une intuition d'âme et est-ce que c'est vraiment une reliance avec mon âme ou est-ce que je ne suis pas en train de me berner et à me faire croire que… Et donc, c'est comme un entraînement tout au long de l'année. Et une fois que cet entraînement est fait, ben, c'est comme si ça nous suivait après. C'est vraiment une année d'alliance où on peut à la fois être dans un processus d'individuation qui est très, très puissant et personnel, mais cette fois-ci, ce n'est pas sous forme d'égocentrique, parce qu'il y a une conscience de groupe, en fait, qui sera là. Mais c'est une nouvelle façon de vivre la communauté, et avec aussi une dimension, il y aura beaucoup de petites communautés à droite à gauche et de recherche d'autonomie des personnes, également dans les groupes qui vont s'étendre. Et c'est déjà mis en place un peu partout sur la planète. Ça fait comme des aiguilles d'acupuncture sur le grand corps de la Terre. Et il y a donc des courants de lumière, d'amour, en fait, qui passent partout et qui tremblent dans la Terre, qui nous fait trembler d'amour, mais aussi qui peuvent faire peur. Donc là, l'avantage, quelque part, la positivité de l'histoire de ce Covid, de la gestion Covid, en fait, parce qu'en fait, le Covid en lui-même, c'est un agent spirituel de mutation et d'éliminer ce qui a éliminé. Moi, je l'ai vécu, et d'autres l'ont vécu, je peux le raconter sur une autre occasion, ce qu'est le Covid, réellement, sur un plan ADN, etc. Mais
En même temps, cette ombre qui grossit fait qu'à un moment donné, on n'en peut plus, on arrive au bout de l'ombre. Et quand on arrive au bout de quelque chose qu'on n'en peut plus, il y a forcément un changement qui opère. Et là, évidemment, il va se passer des grands changements. Il va y avoir des inattendus dans cette année 2022, c'est-à-dire qu'il va y avoir des êtres particuliers qui vont, comme le Padre Pio, mais au niveau scientifique, au niveau artiste, plein, et même au niveau des jeunes, ils vont arriver, ils vont proposer des trucs, la nature va révéler des choses, il va y avoir des interventions spirituelles, interventions de l'invisible. Il y a cette grâce surtout du féminin sacré universel qui étend vraiment son bercement et nous prend dans ses bras de plus en plus. Il y a un état de grâce en fait qui va être donné en 2022. C'est vraiment, même dans le tarot, le 22, c'est un achèvement, c'est vraiment Oui, la c'est prise de ça, le liberté. 2-2-2, hein? Ah ouais. Et vraiment, c'est une année qui est très, très puissante et qui va amener chacun à la nouvelle alliance, c'est-à-dire, tant dit dans le Nouveau Testament, qui est en fait un livre qui parle de l'art du Verseau, qui est en fait d'arriver à se connecter sans passer par un pouvoir extérieur. C'est arrêter de remettre son pouvoir, de croire qu'on ne peut pas connecter la source si on ne passe pas par une méthode, par une technique, par un tel monsieur, par la politique, par la religion. Non, en fait, non, c'est direct. C'est ce qu'on appelle une expérience directe. Et beaucoup de personnes maintenant font l'expérience de la transcendance. C'était comme ça dans le monde païen. Donc il y a ce retour du monde païen, du chamanisme, des sorciers, des sorcières, etc. Et c'est naturel, parce qu'on en revient à cette connexion que l'on a perdue parce que ça avait été étouffé sous le couvercle du pouvoir politique, religieux, etc. Et donc toutes les religions vont changer, tout le système politique, toute la notion de droit, de code vont être réécrits. Ça va prendre du temps. Et ça, c'est Pluton en Capricorne, qui est encore là jusqu'en 2024-2025. Donc, c'est la planète la plus lente, elle prend vraiment son temps. Mais comme elle est fin Capricorne, c'est les derniers remous, c'est les derniers coups de Karcher pour vraiment nettoyer en Capricorne toutes ces institutions, toutes ces lois qui ne sont plus du tout adaptées. Mais ça ne peut pas se faire, mais ça ne peut pas se faire en violence parce qu'en fait, si on se met dans l'opposition, dans la violence, dans le système, on va alimenter en fait ce grégor. Et ça peut être recherché par ces grégores sombres. Ah, j'aime tellement ça que tu dis ça. Il faut faire attention à ça. C'est exactement ce que je pense, oui. Et c'est ça le vrai cadeau de 2022. C'est cette ouverture du cœur et cette aide. C'est inconditionnel. Si on arrive à avoir une conscience inconditionnelle, des actes inconditionnels, sans se tromper dans ce qu'on entend par inconditionnel, hein, parce que souvent, il y a des pièges aussi là-dedans. Il ne s'agit pas de sacrifier sa propre évolution. Ce n'est pas ça, parce qu'en fait, le sacré, c'est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Donc, des manifestations qui se feront dans la non-violence, des nouvelles formes en fait, de communication, où les gens vont trouver une autre façon en fait, de se faire entendre. Et puis, ça va prendre du temps. C'est pas non plus. Il y a 3 grandes dates qu'on peut vous dire. C'est qu'à avril, fin avril, il y a août et janvier, bien sûr. Hein, ce mois de décembre et janvier, cette nouvelle lune est absolument extraordinaire. J'ai écrit un article que je vais envoyer demain et là-dessus. Et puis, septembre 2022. Avril, parce que c'est la conjonction exacte entre Jupiter et Neptune. Et même Vénus. Les 3 planètes de l'amour en astrologie sont ensemble dans le signe de l'amour inconditionnel. Wow. Donc ça veut tout dire. Hein. Oui. Et puis la rentrée, septembre, à partir de septembre jusqu'à novembre, parce que c'est de nouveau le carré Uranus-Saturne. Donc ça peut de nouveau être un moment de... Avec le nœud nord, dont on a parlé karmiquement. Et en août 2022, justement, le nœud nord va rencontrer Uranus dans le thème. Et ça veut dire que l'humanité, en 2022, en fait, on pourrait dire qu'elle est face à son karma humanitaire et qu'elle ne peut plus maintenant déroger. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire face dans son cœur. C'est la grande bascule. Et comme c'est dans le signe du taureau, c'est très en lien avec la nature, les animaux, la terre, Gaïa, etc. La reconnexion avec l'humain, la nature et tout ce qui est c'est ça, l'organique. Je cherchais la reconnexion à la grande conscience. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence aux âmes, d'intelligence animale. En fait, il n'y a plus de cette séparativité. On est une conscience. On est tous une source, la même source. Mais en développant notre conscientisation au fil de l'involution et après de la remontée en évolution, on est devenu chacun créateur complètement en conscience. Et on doit apprendre maintenant à en prendre conscience qu'on est créateur de notre réalité, que le monde est un miroir. Et à partir de là, ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc, c'est normal que les choses se placent d'une certaine façon naturelle, mais
c'est ça l'harmonie, parce que c'est ça l'équilibre, parce qu'on ne peut pas faire ça. Puis sinon, si on monte trop vite, on redescend aussi vite. Donc, merci beaucoup, Christian et Julie. C'était tellement intéressant. Merci. Avec Namasté. joie. Merci à toi. Tellement. Et puis, merci, une belle, oui. Et puis, je peux référer les gens à vos sites, à un site Internet pour vous. Alors, ce serait... Alors, moi, mon site, c'est juliegors.com. C'est tout simple. De toute façon, oui, puis Christian, ce Et puis, pour serait... référer sur la revue Féminin Bio pour les articles sur sur le la site Nouvelle Féminin Lune et Bio. Pleine Lune, le site Féminin Bio. Féminin Parce que là, ils auront Bio. tous les articles qui, sur la Nouvelle Lune. J'écris en général un article de Nouvelle Lune. Il y aura l'article aussi qui sera mis même sur papier sur le site, Oui. le journal. Bien sûr, le livre. Moi, je vais en créer un site parce que le site que j'utilise, c'est le site de mon association qui s'appelle souffledharmonie.com. C'est le souffle, DARTMONIE, c'est un jeu de mots, souffledharmonie.com, où je donne aussi les informations sur des stages que éventuellement je vais amener. Parfait. Vous m'enverrez tous les liens, je vais tout mettre ça avec la vidéo. D'accord. Alors, merci beaucoup. J'avais des gens qui nous ont dit bonsoir. Je vous dis rapidement bonsoir à Solène, Anne, Irak et qui étaient là. Alors, merci d'avoir été là. Il n'y avait pas de questions, c'était juste une appréciation de notre entrevue. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Merci à vous. Et puis, bonne continuité. À la prochaine. Oui, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci.